Je suis M. Azabé, professeur de sciences physiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler du champ magnétique. Avant de définir ce que c'est le champ magnétique, nous allons d'abord, dans un premier temps, faire quelques rappels. Alors premièrement, nous savons qu'une barre aimantée est constituée de deux pôles. Donc une barre aimantée, elle se présente de cette forme, constituée de deux pôles, un pôle sud et un pôle nord. Ensuite, nous retiendrons aussi qu'une bobine se comporte aussi comme une barre aimantée. Donc une bobine qui est constituée de spires est formée d'une face nord et d'une face sud. Voilà, ça c'est pour les rappels. Alors, venons à notre thème du jour. Donc, qu'est-ce que c'est le champ magnétique? Alors, si on fait l'expérience à l'aide d'une barre aimantée, on approche une pointe dans l'espace entourant la barre aimantée, on va constater que la pointe sera attirée par la barre aimantée. Par contre, si l'on éloigne la pointe de la barre aimantée, on va constater que à un certain niveau, la pointe n'est plus attirée par la barre aimantée. Alors en fait, ceci est dû au champ créé dans l'environnement de la barre aimantée. Donc en fait, le champ magnétique, c'est en fait l'action que crée la barre aimantée dans son environnement. Et ça s'appelle l'espace champ magnétique. Alors, ce champ est un vecteur. Alors, si on se place en un point P dans l'espace et que l'on place une aiguille aimantée, d'accord, en ce point P, donc le champ magnétique créé au point P que l'on note, on va noter BP. Donc ce champ magnétique a pour point d'application le point P, puisqu'on détermine le champ magnétique au point P. Sa direction, elle est donnée par la barre aimantée. Alors, on rappelle que la barre aimantée, l'aiguille aimantée, autant pour moi, l'aiguille aimantée est constituée donc d'un pôle sud et d'un pôle nord. Donc, la direction, c'est celle de l'aiguille aimantée. Le sens pour le champ magnétique, donc au point P, donc il est orienté du pôle sud vers le pôle nord. Donc, on va l'orienter comme ça. Voilà, ça c'est le vecteur champ magnétique. B. Voilà. Et enfin, la norme, elle est déterminée, alors, soit par calcul, on peut la déterminer par calcul, ou on peut aussi la déterminer à l'aide d'un teslamètre à effet Hall. Donc, ce sont les deux méthodes qui permettent de déterminer la norme du champ magnétique. Juste pour rappel aussi, le champ magnétique, alors, son unité, c'est le Tesla. Donc, Tesla, c'est le scientifique qui l'a découvert. Son symbole, c'est T majuscule. Voilà. Alors ensuite, nous allons parler du spectre magnétique. Alors, le spectre magnétique, en fait, c'est l'ensemble des lignes de champ. Alors, c'est quoi une ligne de champ? Une ligne de champ, c'est une courbe, en fait, qui est tangent en chaque point au champ magnétique. C'est tout simple. Donc, si j'ai ça, si ça, c'est une ligne de champ, donc en chacun de ces points, elle est tangente au champ magnétique. Donc, le champ magnétique, on va faire la tangente, ce point, ça c'est le point P, de la tangente en ce point, ici, au champ magnétique. Voilà, donc, en chaque point, le champ magnétique est tangent à la ligne de champ. Et donc, voilà. Et ensuite, donc, c'est l'ensemble de ces lignes de champ qui forment le spectre magnétique. Ensuite, donc, nous allons voir quelques exemples de champs magnétiques. Alors, le premier exemple, c'est le spectre magnétique créé par un solénoïde. Alors, c'est quoi un solénoïde? Le solénoïde, en fait, c'est une bobine, d'accord, qui a une longueur qui égale à 10 fois son rayon. Voilà. Alors, un solénoïde, comme on a dit tout à l'heure, c'est une bobine, en fait. Donc, c'est une bobine, donc avec des spires. Voilà. Donc, une bobine parcourue par un courant crée un champ magnétique. Alors, les lignes de champ au niveau du solénoïde, alors, elles sont identiques à des lignes de champ créées par une barre aimantée. Donc, la ligne de champ qui passe par l'axe, elle n'est pas déviée.
elle est étroite. Alors par contre, les autres lignes de champ, elles forment des courbes. Voilà, c'est une ligne de champ, celle du bas, c'est une ligne de champ. Donc, comme on a dit, une bobine, donc un solénoïde, se comporte comme un aimant, donc elle a une face nord et une face sud. Donc la face nord, elle est ici, et la face sud, elle est là. Alors, les lignes de champ dans le solénoïde sont toujours orientées donc, de la face nord vers la face sud. Voilà. Voilà, ça c'est ce qui concerne le solénoïde. Ensuite, un autre exemple, le spectre magnétique, c'est celui créé par un aimant en U. Donc un aimant en forme de U, on va essayer de le représenter ici. Donc c'est un aimant. Donc il a nécessairement deux pôles, donc un pôle nord ici, et un pôle sud ici. Alors, la particularité de l'aimant en forme de U, c'est que, alors, effectivement, à l'extérieur, les lignes, ce sont des courbes. Donc, on va représenter ici une ligne de champ. Donc, on a dit que ça va du pôle sud vers le pôle nord. Du pôle nord vers le pôle sud, autant pour moi. Alors, par contre, entre les deux branches, c'est-à-dire la branche nord et la branche sud, les lignes de champ sont parallèles. Alors, ça, c'est très particulier. Donc, elles sont parallèles entre elles. Voilà. Ici, je vais dessiner trois lignes de champ. Ici, donc qui sont orientés du nord vers le sud. Et cette particularité nous permet en fait d'obtenir à l'intérieur, c'est-à-dire entre les deux branches, un champ magnétique uniforme. Donc, en fait, un aimant en U permet de créer un champ magnétique uniforme. Donc ici, on a le champ B. Voilà. Alors, donc ça c'est ce qui concerne le spectre magnétique et quelques applications et quelques exemples. Alors nous allons maintenant parler du champ magnétique terrestre. Alors effectivement, tout ce que nous avons vu depuis, ce sont des champs magnétiques créés par des éléments, c'est-à-dire soit barre aimantée, soit une bobine parcourue par un courant. Mais on doit retenir que la Terre aussi, c'est-à-dire en l'absence de toute source de champ magnétique, la Terre aussi crée un champ magnétique. Et que si l'on prenait des bobines, on prend une aiguille aimantée que l'on place dans un espace qui n'est pas parasité par un autre champ magnétique, eh bien, on va constater que ces boussoles-là sont orientées dans la même direction et elles sont orientées, alors si je représente ici la Terre, voilà, ici ça c'est l'axe de rotation, et là ici c'est les pôles. Alors le champ magnétique terrestre, lui, il est orienté toujours donc du pôle nord géographique vers le pôle sud géographique. Donc contrairement à la barre aimantée qui est orientée dans le champ magnétique orienté dans l'autre sens. Donc si ici j'ai mon pôle nord, ici mon pôle sud, voilà, donc mon champ magnétique terrestre serait orienté donc du nord vers le sud. Voilà. Alors, si on considère, alors on souhaite déterminer par exemple le champ magnétique en un point, par exemple une position géographique, alors on va constater que si l'on plaçait une barre aimantée, une aiguille aimantée autant pour moi, en un point P, alors le champ magnétique terrestre, enfin l'aiguille aimantée, sera déviée, c'est-à-dire qu'elle aura deux composantes. Donc elle aura une inclinaison par rapport à l'horizontale. Donc elle aura deux composantes, donc une composante qu'on appelle la composante horizontale et une autre composante qu'on appelle la composante verticale. Voilà, donc le champ magnétique terrestre, en fait, est égal à la composante horizontale plus la composante verticale. Et l'angle que forme le champ magnétique et la composante horizontale, ça s'appelle l'inclinaison. Voilà. Et pour terminer, on retient aussi que le champ magnétique terrestre, donc en présence d'autres champs magnétiques, en fait, il se superpose aux autres types de champs, c'est-à-dire le champ créé par un élément ou le champ créé par un courant. Et que dans les exercices, on néglige le champ magnétique terrestre, ben c'est tout simple parce que le champ magnétique terrestre, il est de l'ordre de 10 puissance moins 5 Tesla. Le champ magnétique créé par un solénoïde, il est de 10 puissance moins 3 Tesla. On voit bien que si l'on fait le rapport entre ces deux champs, ce sera un rapport de 100
sans, c'est déjà, on peut négliger donc le champ magnétique terrestre devant le champ magnétique créé par le solénoïde. Alors, ensuite, on va parler du champ magnétique créé par le solénoïde, qui est un exemple particulier. Et bien pourquoi? Parce que, en général, en électromagnétisme, on va beaucoup utiliser le solénoïde, donc là, les bobines. Alors, on retient juste que le champ magnétique créé par un solénoïde est égal, donc mu0 fois petit n fois grand I. Alors, on va expliciter chaque grandeur. Donc, B, c'est le champ magnétique. mu0, c'est la perméabilité magnétique dans le vide, donc qui est égal à 4pi fois 10 puissance moins 7 SI, donc système international. Alors, le petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Donc, si n, grand N, c'est le nombre de spires d'une bobine, grand L, la longueur du solénoïde, alors donc petit n est donc le rapport entre les deux. Et donc l'unité de petit n, c'est spire par mètre, donc par unité de longueur. Et I, c'est l'intensité qui parcourt la bobine. Voilà, c'est en ampères. Voilà. Alors ensuite, pour terminer, on va parler des bobines d'Helmholtz. Alors, des bobines d'Helmholtz, on va dire tout simplement que ce sont des bobines. En fait, c'est un système qui est composé de deux bobines plates, alors, elles sont coaxiales, donc elles ont le même axe, et la distance entre ces deux bobines est égale au rayon des deux bobines. Alors, la particularité, donc l'intérêt de ces bobines, c'est qu'elles permettent d'obtenir un champ magnétique uniforme, c'est-à-dire que le champ magnétique créé entre dans l'espace des deux bobines est uniforme. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Piedieu Jérémy, professeur de sciences physiques. Ce matin, nous allons étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors, lorsque une particule chargée est en mouvement dans un champ magnétique uniforme, cette particule-là est soumise à une force magnétique qu'on appelle la force de Lorentz, que nous allons noter Fm. L'expression de cette force-là, l'expression mathématique de cette force est F égale à QV vectoriel B. Q étant la charge de cette particule, V sa vitesse, et B le champ magnétique dans lequel se trouve la particule. La force Fm, qu'on appelle force de Lorentz, a les caractéristiques que voilà. Son point d'application, c'est la particule elle-même. Et sa direction. Elle est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs QV et B, donc perpendiculaire au plan formé par QV et B. Son sens est tel que le trièdre QV, B, F, pris dans cet ordre-là, soit direct. Et son intensité est telle que F, M égale valeur absolue de Q, V, B sinus alpha, alpha étant l'angle entre les vecteurs QV et B. Voilà. Nous avons parlé de trièdre direct. Ça, c'est le concept mathématique. Mais qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique? Dans la pratique, pour notre programme, nous nous intéresserons uniquement au cas où les vecteurs V et B sont perpendiculaires entre eux. Comment trouver le sens de F? Il suffit d'appliquer ce qu'on appelle la règle des trois doigts de la main droite. Alors, comment on procède? Je place mon pouce dans le sens du vecteur QV, je place l'index
dans le sens du vecteur B, et le majeur, il me donnera le sens de la force magnétique F. Je dois faire attention à ce que le pouce, l'index et le majeur soient bien perpendiculaires entre eux. Prenons quelques exemples. Considérons une particule chargée positivement. Voilà une particule qui est chargée positivement, qui a une vitesse V, se déplace à une vitesse V, et qui est placée dans un champ magnétique B que je vais représenter comme ça. Quand je représente le champ magnétique de cette façon, c'est pour signifier que ce champ-là est perpendiculaire au plan du tableau et est orienté vers l'arrière. Alors, lorsqu'on considère que la charge Q est supérieure à 0, cela veut dire que les vecteurs V et QV ont le même sens. Donc, si le vecteur V est là, le vecteur QV également est là. Nous appliquons donc la règle des 3 doigts de la main droite pour déterminer le sens de la force de Lorentz F. Nous avons dit, nous plaçons le pouce dans le sens de QV, je le place donc vers le bas. L'index dans le sens de B, je me place comme ça, et le majeur me donne le sens de F. La force est donc orientée comme ça. Ça, c'est la force de Lorentz Fm. Si la charge de la particule était négative, comment on aurait procédé? Considérons donc une particule qui se déplacerait dans le même champ magnétique que voilà, qui aurait une vitesse V vers le bas, mais particule chargée négativement. Si la particule est chargée négativement, alors le vecteur V et le vecteur QV sont orientés en sens contraire. Pour déterminer le sens de la force de Lorentz F, j'applique à nouveau la règle des 3 doigts de la main droite. Le pouce dans le sens de QV, il est orienté vers le haut cette fois. L'index dans le sens de B. Le majeur me donne le sens de la force de Lorentz F. Je représente donc cette force Fm. Voilà, la force magnétique dans ce cas-là. Maintenant que nous connaissons les caractéristiques de la force de Lorentz, nous allons faire l'étude théorique du mouvement d'une particule qui se déplace dans un champ magnétique et qui n'est soumise qu'à la force magnétique, uniquement à la force magnétique. Donc, étude théorique du mouvement d'une particule dans le champ magnétique soumise uniquement à la force de Lorentz. Pour étudier le mouvement de cette particule, nous allons lui appliquer le théorème du centre d'inertie. Alors, le théorème du centre d'inertie, la force magnétique est égale à la masse multipliée par l'accélération du centre d'inertie de cette particule. Comme nous avons exprimé la force magnétique, force de Lorentz, comme étant le produit vectoriel du vecteur QV par le vecteur B, alors on peut dire que MA est donc égal à QV vectoriel B. Ceci montre que A est égal à QV vectoriel B sur M. Voilà l'expression de l'accélération de la particule qui se déplace dans un champ magnétique et qui n'est soumise qu'à la force de Lorentz. Quelle est la nature du mouvement de cette particule? Cette relation A égale QV vectoriel B sur M nous montre que A est perpendiculaire à V d'après les propriétés du produit vectoriel. Donc, si j'appelle cette relation E, la relation E montre que A est perpendiculaire à V. Une accélération perpendiculaire à la vitesse est donc une accélération normale. Donc ceci implique que A est égal à AN.
Si l'accélération est normale, alors l'accélération, la composante tangentielle de l'accélération est égale à 0. Si on se place dans la base de Freinet, dans la base de Freinet, A égale à AN implique donc que AT est égal au vecteur nul. Or, l'accélération tangentielle dans la base de Freinet, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Si cette accélération tangentielle est nulle, cela signifie que la vitesse est égale à une constante. Nous venons de montrer que dans un champ magnétique uniforme, la vitesse d'une particule est constante. Ça veut dire que le mouvement est uniforme. Le mouvement est uniforme. Voilà, le mouvement est uniforme. Nous allons établir la nature de la trajectoire de cette particule en mouvement dans le champ magnétique. Nous avons appliqué le théorème du centre d'inertie. On a montré que l'accélération tangentielle était nulle, que l'accélération était simplement normale. Nous avons l'expression de cette accélération. Nous pouvons dire que A, qui est égal à AN, vaut QV vectoriel B sur M. Nous avons dit que dans le cadre de notre programme, on va simplement s'intéresser au cas où la vitesse est perpendiculaire au vecteur champ magnétique. Ceci revient à dire que la norme de AN est donc égale à la valeur absolue de Q multiplié par V multiplié par B sur M. Cette accélération étant une accélération normale, elle vaut donc V carré sur R, R étant le rayon de la trajectoire de notre particule. On va tirer R en utilisant cette relation. Cette relation montre que R égale, on peut simplifier par V, ça fait donc MV sur valeur absolue de Q fois B, puisque R, nous tirons R de là, on obtient ceci. La masse de la particule est une constante. Nous avons montré que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire la vitesse est une constante. La charge de la particule est constante. Le champ magnétique, il est uniforme. B a donc une valeur constante. Le rayon de trajectoire de la particule est donc égal à une constante. Comme le rayon de la trajectoire est égal à une constante, cela veut dire que la trajectoire est circulaire. Donc, le mouvement est circulaire. Voilà. Nous avons montré que le mouvement est circulaire. Nous allons continuer à déterminer les propriétés de cette trajectoire. On a dit mouvement uniforme, on l'a établi. Mouvement circulaire, nous l'avons établi. Nous allons maintenant montrer que le mouvement se déroule dans un plan. C'est-à-dire le mouvement est plan. Donc, considérons notre particule qui pénètre dans le champ magnétique uniforme B avec la vitesse V0. Je suppose que dans cette zone, la particule pénètre dans le champ magnétique avec la vitesse V0. Nous avons dit, et nous l'avons montré, que la trajectoire est circulaire. Elle est donc tangente en tout point à la vitesse. Considérons que ceci est un arc de cercle. La particule qui arrive, qui entre dans ce champ magnétique-là, supposons qu'on a affaire à un champ magnétique B qui va vers l'arrière du tableau. Je me place dans le cas d'une particule chargée négativement. Cette particule-là sera soumise dans le champ magnétique à une force magnétique, force de Lorentz, qu'on va appeler F, qui s'applique à la particule
en tout point de la trajectoire. Je considère, par exemple, la particule qui est en ce point, qui est animée de la vitesse v que voilà. Elle sera donc soumise à la force de Lorentz qui sera orientée comme ça. Je vais étudier le mouvement d'une particule dans un repère que je vais me fixer. Je vais étudier dans un repère I, J, K, un repère de vecteur unitaire IJK, tel que le vecteur K soit dans le sens du champ magnétique B. Je considère le vecteur I dans le sens de la vitesse V0 et je considère donc le vecteur J qui reste dans le sens de la force Fm. La relation F à tout instant égale QV vectoriel B, cette relation me montre qu'à tout instant, le mouvement étant uniforme, ça montre qu'à tout instant, l'accélération, puisqu'on a montré que A était égal à QV vectoriel B sur M, cette relation montre que A est perpendiculaire à B, A est perpendiculaire à B, c'est-à-dire qu'à tout instant, l'accélération est dans le plan perpendiculaire à K. Nous avons donc ici, si on a choisi, le vecteur K est donc dans ce sens-là, le vecteur I, il est là, et le vecteur J, il est là. Voilà, donc A est perpendiculaire à B à tout moment. Cela veut dire que à tout instant, la composante de l'accélération suivant K est égale à 0. Si la composante de l'accélération suivant K est égale à 0, cela veut dire que la vitesse suivant K est égale à une constante qui est nulle parce que la vitesse initiale suivant l'axe K était nulle. Le mouvement étant uniforme, on a dit que la vitesse était constante. Si la vitesse initiale n'avait pas de composante suivant K, et alors la vitesse est égale à une constante, elle vaut donc 0 suivant l'axe K. Nous venons donc de montrer qu'il n'y a pas d'accélération suivant l'axe K. La vitesse initiale n'a pas de composante suivant l'axe K. Cela signifie donc que ZK, ou bien que Z est égal à une constante. C'est-à-dire, quelle que soit la cote Z dans laquelle la particule est entrée dans le champ magnétique, cette cote ne changera pas. Cela signifie que le mouvement est plan. Le mouvement est plan. Le mouvement est plan. Il a donc lieu dans le plan IJ, c'est-à-dire le plan qui contenait V0 au départ. Exprimons la vitesse de la particule et établissons, puisque le mouvement est circulaire uniforme, établissons la relation entre la vitesse linéaire de la particule, la vitesse angulaire, sa période et sa fréquence. Nous avons établi que R était égal à M V sur Q B. Ça nous permet de tirer V égale Q B R sur M. Ça, c'est la vitesse de la particule. Si nous avons la vitesse linéaire de la particule, on peut donc estimer sa vitesse angulaire. La vitesse angulaire que nous notons oméga, la vitesse angulaire oméga, elle est égale à la vitesse linéaire divisée par le rayon de la trajectoire. Puisque nous avons le rayon de la trajectoire là-bas, ça fait V oméga est donc égal à QB sur M. Nous allons exprimer cette fois la période du mouvement, période
que nous notons T, cette période, elle vaut T égale à 2pi sur oméga. Nous avons l'expression de oméga là-bas. Ça veut donc dire que T égale 2pi sur oméga, donc fois M sur QB. Nous avons eu l'expression de la période, la fréquence étant simplement l'inverse de la période, la fréquence N, qui vaut 1 sur T. Nous obtiendrons donc N est donc égal à QB sur 2pi M. Voilà l'expression de la fréquence du mouvement d'une particule qui se déplace dans un champ magnétique uniforme. Comme application de cette partie du mouvement d'une particule dans un champ magnétique, nous avons comme application le spectrographe de masse, dont l'utilisation d'un spectrographe de masse, l'utilisation du spectrographe de masse. Nous avons le filtre de vitesse, nous avons le cyclotron qui est un accélérateur de particules, et enfin la déflexion magnétique. La déflexion magnétique. Ces applications, nous allons les voir plus en détail dans des séances de travaux dirigés. Voilà. À la semaine prochaine.